Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous et bienvenue à ce journal. La publication du rapport sur le classement Doing Business 2016 par le groupe de la Banque mondiale. Et comme l'année précédente, le Sénégal fait partie des top 10 des pays réformateurs avec un bond de 3 rangs, 9e place en 2015 et cette année il occupe la 6e place. Et ce rapport, selon donc le quotidien, le Populaire, et ce rapport compare des affaires des PME dans 189 pays. Autre information, l'administration pénitentiaire précise, aucun détenu gréviste de la faim n'est décédé à Rebeuss. Tout de même, des détenus ont bien observé une grève de la faim pour dénoncer leur longue détention préventive et ces longues détentions préventives ont bien leur cause selon les défenseurs des droits de l'homme que Salif Kébessaro a rencontré. Le chargé de communication de l'administration pénitentiaire demande l'information relayée ce mardi par certaines radios et selon laquelle un détenu aurait trouvé la mort suite à une grève de la faim. Joint au téléphone, Salif Ndiaye pense que ces radios sont allées trop vite en besogne en donnant l'information alors qu'il ne s'agissait que d'une évacuation. Mais ce qu'on ne peut démentir par contre, c'est qu'il y a bien eu grève de la faim des détenus de la MAC de Rebeuss. Des grèves cycliques et récurrentes qui, à en croire l'avocat et non moins droit de l'homiste, Maître Demba Ciré Bathily, ont bien une cause. Selon l'avocat, on peut citer parmi ces causes les longues détentions préventives, le nombre très limité de juges d'instruction, mais aussi les conditions de détention qui sont loin de respecter les normes. Et en guise d'exemple, Maître Demba Ciré Bathily de citer la MAC de Rebeuss qui, au lieu de 600 détenus prévus, accueille en ce moment plus de 2000. Salif Kébessaro, merci à vous. Suite à l'annonce du décret confiant à l'unité de coordination et de gestion des déchets solides à Dakar, le directeur général de l'entente Kadakar, Moussa Tine, balaye d'un revers de main toute accusation portée contre sa structure face à la presse hier. Moussa Tine soutient que Khalifa Sall a déjà envoyé un courrier pour relever son désaccord avec le procédé compte rendu de cette rencontre Goronatlo. Entente Kadakar, déchargé de la gestion des ordures ménagères à Dakar, une décision annoncée par le ministre des collectivités locales. Le directeur de l'Entente Kadakar balaye d'un revers de main toute accusation portée contre sa structure. En mars 2013, l'État donnait alors des allocations budgétaires de 12 milliards 6. Il ne restait au moment de la passation de service, c'est-à-dire au 3e mois de l'année, que 4 milliards 5 sur le budget. La gestion des ordures confiée désormais à l'unité de coordination et de gestion des déchets solides, UCG, et pourtant, Moussa Tine indique que des avancées notoires ont été faites au cours de son magistère. Nous n'avons aucun travailleur qui a moins de 100 000 francs par mois. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il n'y en a plus. Et tous les travailleurs reçoivent à la fin du mois, chaque fin du mois, un bulletin de salaire. L'État reproche aussi à l'entente Kadakar une mauvaise gestion des ordures à Rufisque. Moussa Tine se veut clair. À l'issue des élections locales, il s'est trouvé que le maire de Rufisque est du PDS et les autres maires sont de l'APR. Les gens de l'APR ne voulaient pas avoir une structure dirigée par un maire, le maire de Rufisque. Et le maire de Rufisque dit, si je ne dirige pas la structure, je quitte la CAR. Après avoir été informé que c'est par décret que la gestion des ordures a été transférée à l'UCG, Moussa Tine affirme que Khalifa Sall a déjà envoyé un courrier pour dire son désaccord avec le procédé. Classement du Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres au monde. Le porte-parole de l'AFP, Dr Malick Diop, estime qu'il faut une lecture économique pour comprendre ce classement. Selon lui, le Sénégal est sur le bon chemin et que ce classement ne peut avoir d'impact sur ce pays, notamment sur son économie. Dr Malick Diop, ici avec Abdoulaye Sow. C'est l'abondance en termes de pluviométrie. Ça nous amène où? Ça nous amène à 6% l'année prochaine. C'est les choix aujourd'hui qui sont des choix, je pense, très courageux, qui concerne le commerce international. Vous prenez un fonctionnaire lambda, qui n'avait aucune possibilité, il y a de cela quelques années, d'avoir un toit décent à Dakar. Alors qu'il y a plusieurs années de cela, avec les SICAP, c'était possible. C'est un ensemble de choses qui, sur le plan structurel, vont changer complètement la dynamique économique du Sénégal. Ce n'est pas ces chiffres-là qui vont
qui vont changer quoi que ce soit. Voilà, Dr Malick Diop, donc porte-parole de l'Alliance des forces de progrès et directeur de l'ACEPEX, agence sénégalaise de promotion des exportations, s'est exprimé hier à l'occasion d'une rencontre avec la presse. 7 pays de l'Afrique de l'Ouest séjournent à Somone et cela jusqu'au 30 octobre. Objectif de cette rencontre échangée sur la transition vers l'économie formelle, considérée comme un enjeu économique et social majeur. Et les dires du ministre du Travail, Ahmad Kamara, venu présider cette cérémonie, donne un exemple, le Sénégal, qui mise donc sur le plan Sénégal émergent pour assurer la protection sociale des travailleurs. Il est ici avec Pape Dié. Le Sénégal cherche à assurer une protection sociale à l'économie informelle et à accompagner sa transition vers le fond. Le défi est toutefois loin d'être facile à relever. C'est là tout l'intérêt de cet atelier sous-régional de partage d'expériences sur la transition vers l'économie formelle qui nous permet d'échanger sur les approches d'intervention pratiques développées dans nos pays. L'économie informelle reste marquée par de graves déficits liés d'une part aux conditions de travail précaires, inadaptées et dangereuses, d'autre part à une exclusion du système de sécurité sociale formelle. Dès lors, les questions relatives à la transition de l'économie informelle à celle formelle, à la protection sociale des travailleurs de ce secteur, constituent des problématiques essentielles et des enjeux majeurs de gouvernance de cette économie en forte propension. Le gouvernement mise sur le plan Sénégal émergent, l'axe 2 de ce plan, intitulé Capital humain, place la protection sociale au cœur des priorités. Voilà, l'Alliance nationale des cadres pour le progrès s'est penchée hier dans l'après-midi sur l'acte 3 de la décentralisation. L'AFP va apporter ainsi sa contribution sur les contraintes qui pèsent sur cette réforme. C'était donc en présence d'Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Gouvernance locale, compte rendu des Divenda. Les cadres progressistes ont passé en revue la problématique des financements au niveau des collectivités locales. Ils ont toutefois vanté les mérites de l'acte 3 de la décentralisation. Il est évident que les compétences transférées ont besoin d'être accompagnées davantage en termes de financement. Mais je crois que ce qu'il faut surtout noter sur l'acte 3, c'est qu'elle donne la possibilité justement aux maires de monter des projets et surtout de pouvoir lever des fonds. Le ministre de la Gouvernance locale d'embaucher la même trompette. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, la réforme territoriale a changé la donne de la gouvernance locale. Dans les domaines tels que les politiques locales de soutien au développement économique et à l'emploi, l'amélioration de l'accès aux services sociaux et les services sociaux aux populations. L'acte 3 de la décentralisation, comme toutes les autres politiques publiques, c'est par la contribution de tous et des acteurs politiques que nous sommes, que nous atteindrons cet objectif. Aujourd'hui, la question centrale qu'il faudrait se poser sur la phase 2 de la vie de certains progressistes, c'est l'organisation des territoires. Est-ce que toutes les préconisations concernant la phase 2, c'est-à-dire la prise en charge des orientations fondamentales, des orientations économiques, des investissements, des gros investissements sur les territoires, vont créer ces effets de convergence recherchés pour le façonnement de ces pôles territoires? La conférence des progressistes a été marquée par une forte coloration politique. Les conclusions seront soumises en guise de contribution pour une bonne réussite de l'acte 3 de la décentralisation. Lady Menda, une conférence des cadres progressistes marquée par une forte présence des militants venus de partout, selon le coordonnateur de l'Alliance nationale des cadres pour le progrès. Ceci est une réponse à l'endroit de ceux qui disent que le parti de Moustapha Niasse est en perte de vitesse. Alune Sarm, ici avec notre reporter. Nous sommes un parti de construction, de développement. Et naturellement, c'est sur ce terrain-là que l'AFP est très fort. Vous avez vu aujourd'hui que l'AFP a montré sa vitalité, a montré son dynamisme, a montré également que c'est un parti de masse. Vous regardez la salle, demandez les partis politiques qui sont en mesure de faire ce que l'AFP a fait aujourd'hui. Vous avez vu là, les militants sont là en train de chercher des places, ils sont sur la rue. C'est ça qu'il faut montrer. Vous avez en face de vous des vrais Sénégalais, des Sénégalais qui se battent. Pas des Sénégalais qui sont devant l'événementiel. Les militants de l'AFP ont répondu massivement présent à une rencontre qui n'était même pas une rencontre, on va dire d'animation, mais une rencontre intellectuelle.
Imaginez-vous si l'AFP décide justement de se mobiliser, qu'est-ce que ça va donner? Et puis nous parlons du professeur Oumar Sankaré qui repose désormais au cimetière Madoki de Thiès. Il a été inhumé hier dans l'après-midi. Parents, amis et collègues professeurs d'université ont tenu à l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Le professeur Sankaré, agrégé en grammaire et de lettres classiques, auteur de plusieurs livres, est décédé hier à Dakar des suites d'un malaise. Il était donc âgé de 65 ans à la faculté des lettres et sciences humaines de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. On pleure toujours le professeur Aminata Dramé. Les étudiants de la faculté des lettres sont très affectés par la disparition du professeur Omar Sankaré. Dans leur témoignage, ils estiment que notre pays a perdu une figure emblématique. C'est un homme exceptionnel, multidimensionnel, qui a été au service des étudiants. Il a été toujours disponible à notre égard. Et tout ce que je peux dire en tant qu'étudiant, c'est qu'il a été disponible envers les étudiants et il a été au service de l'université Cheikh Anta Diop. Selon cet étudiant, il est dommage de perdre un grand intellectuel de lettres avant que les Sénégalais n'aient pu profiter de ses connaissances. La vérité en est qu'au Sénégal, on ne sait pas profiter de ces hommes-là, comme le professeur Oumar Sankaré, de prendre les actes positifs de leur travail et de leur production pour vulgariser cela, pour servir de référence à la génération future. Pour ce professeur chercheur au département de géographie, la francophonie a également perdu un éminent homme de lettres. C'est avec beaucoup de tristesse que j'ai appris sa disparition, mais déjà des signes de lassitude, mais pas de désespoir. Se lisait sur son visage. C'est le monde francophone, la civilisation française, le monde de la culture, des arts, la communauté universitaire. C'est tout ce monde qui a perdu aujourd'hui un de ces éléments. Le professeur Omar Sankaré a enseigné pendant plus de 30 ans à l'université Cheikh Anta Diop. Il a été inhumé aujourd'hui à Thiès. Amis Dramé, merci à vous et nous parlons sport. Club de fin ce week-end de la saison 2014-2015 de basketball, une saison qui a tiré en longueur, mais malgré ses dysfonctionnements, le président de la Ligue de Dakar tire un bilan positif du déroulement du championnat pour l'édition 2015 à 2016. Certains correctifs seront apportés avec notamment à cette bataille pour des clubs forts de la capitale afin de casser l'hégémonie des clubs du Sud avec le développement de la petite catégorie Pamaguet. C'est un sujet qui est actuellement en train d'être discuté au niveau de du bureau de la fédération de basket, mais vous comprenez quand même, dans une saison spéciale, c'est toujours difficile quand même de prendre en charge quand même tout ce qu'il y a comme acquis, parce qu'à un moment donné, les jeux n'étaient plus trop performants. Quand on a vu la qualité des derniers matchs, les jeux n'étaient plus. Après une très longue saison de basket 2014-2015, c'est l'heure du bilan. Une saison qui a commencé depuis octobre et qui est terminée un an après. Donc c'était long, c'était pénible pour les clubs, c'était assez pénible. Mais bon, c'était compréhensible parce qu'on considère quand même que c'était une saison spéciale, une saison qui devait marquer la fin de la normalisation, qui a connu les élections pour la mise en place de la fédération, mais aussi qui devait aboutir à la participation de nos équipes nationales aux compétitions africaines. Malgré ce satisfecit du président de la Ligue régionale de Dakar, quelques couacs ont été notés, notamment la durée du championnat qui a été bouclée ce week-end. En intégrant les playoffs, on a eu quand même des saisons allégées. Mais bon, Dieu merci, on a pu tenir toutes les compétitions, les finales étaient belles et les meilleurs ont gagné. Parmi ces changements, le développement de la petite catégorie à venir de cette discipline. Nos équipes nationales sont constituées par des expatriés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui le niveau probablement du basket local reste encore à améliorer. Nous avons voulu quand même investir dans ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire la formation, la petite catégorie, pour se doter quand même de suffisamment de viviers, de suffisamment de potentialité pour le basket. Pour permettre à ces jeunes de pratiquer le basketball, Ibrahima Diagne annonce un partenariat avec quelques mairies de la place pour la construction de terrains de basketball. L'actualité internationale présidentielle en Côte d'Ivoire, le président sortant a été réélu pour 5 ans à la tête du pays dimanche 25 octobre dès le premier tour du scrutin. Alassane Ouattara, 73 ans, récolte 2 118 209 voix sur 83,66% des suffrages selon les résultats officiels publiés mercredi par la commission électorale indépendante. Le taux de participation est établi
à 54,63%. Une partie de l'opposition avait appelé au boycott, mais finalement, le scrutin s'est bien déroulé. Toujours sur l'international, l'opposition Congo-Brazzaville, l'opposition dénonce les résultats du référendum et les dirigeants du FROCAT, le Front anti-référendum, appellent à la poursuite de la désobéissance civile, tandis que le gouvernement et les partis au pouvoir exhortent l'opposition à reprendre le dialogue, de quoi seront faits ces lendemains de scrutin au Congo, alors que certains diplomates redoutent des violences. Voilà, messieurs, dames, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info revient à 7h30, donc c'est Mameliak qui vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal. Et tout de suite, c'est un coach vous retrouve dans Saint-Jim. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 16h pour le flash d'information. Bon, revenez à tous, c'est bon journal.